Est-ce qu'il n'y a pas un peu, quand même, deux tempos entre le chercheur, a fortiori quand on fait comme vous de la recherche fondamentale qui est sur un long terme, et puis le patient qui, lui, malheureusement, d'évidence, il est sur le plus court terme. Est-ce que c'est pas un peu une distorsion, en tout cas un problème de communication entre les deux, ou ça peut être un obstacle, selon vous? Alors c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, où je disais que le temps du chercheur n'est pas le temps du patient, clairement, c'est un fait. C'est pas pour ça, c'est un obstacle, oui et non. Il faut expliquer aux uns et aux autres quels sont les rôles de chacun. Donc un obstacle, mais qui peut être franchi. Maintenant, j'ajouterais juste une chose. Certes, il faut aller vite parce qu'on se bat contre le temps. Il ne faut pas forcément se précipiter. Pourquoi je voulais mentionner ça? Parce que je ne voulais pas partir cette table ronde avant de l'avoir dit. Dans le domaine de la cancéro, il y a un certain nombre d'associations. C'est une force. C'est une véritable force pour lutter contre le cancer. Chacune a besoin d'exister en tant qu'association. Et il faut le respecter. Je le respecte profondément. Et c'est très important. Maintenant, il y a certains sujets qui peuvent être traités ensemble. Et pas que les associations, médecins ou chercheurs, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose vers quoi il faut tendre. Obtenir vraiment une vraie synergie. La recherche, c'est un travail d'équipe. Et vraiment, dans la cancéro, il y a une vraie chance, une vraie opportunité. Il y a beaucoup de motivation. Quand il y a une association de patients, il y a énormément de motivation. Il ne faut pas la canaliser, mais par contre, il faut essayer ensemble d'aller dans la même direction pour notre objectif commun, qui est d'avoir des thérapies efficaces, sans séquelles, sans effets secondaires, avec une bonne qualité de vie. Donc toutes ces questions. Voilà. Je voulais absolument l'ajouter avant de terminer. Merci. Christophe Poesbelos, même question. Le temps n'est pas le même entre le chercheur et le patient, et que ça peut créer pas des tensions, mais en tout cas des lignes de force contraires, selon vous? Selon moi, très honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Franck Dufour, parce qu'on est totalement d'accord. Je veux dire, on est totalement d'accord. Voilà, on est là pour travailler tous ensemble. Chacun a vraisemblablement sa pierre à porter l'édifice. Voilà. Donc, en tant que patient et représentant d'association de patients, moi, je dis merci aux chercheurs aussi de savoir qu'il y a un patient au bout de la recherche. C'est très important. Ça, faut pas le perdre de vue. Et je crois que ça ne l'est pas, donc tout va bien. Donc moi, voilà, on est peut-être faudra voir avec le professeur, on est peut-être au numéro 0 d'un nouveau projet tous ensemble, pourquoi pas. Vous en parlerez tout à l'heure. Dominique Donnet-Camel, même question sur le temps qui n'est pas le même entre le patient et le chercheur. Bah oui, alors vraiment, je rejoins tout ce qui a été dit. C'est complètement évident, d'où le fait que ça vaut vraiment le coup d'investir de l'énergie et du temps pour préparer les choses, pour créer les cadres qui permettent justement, pour faciliter ces dialogues, renforcer la capacité des associations et des malades de dialoguer avec la recherche, et puis s'appuyer sur justement les associations qui sont un maillon extraordinaire vis-à-vis de la société civile, pour justement qui sont des vrais partenaires dans la médiation scientifique vers le public. Donc c'est là où il y a des partenariats tout à fait évidents qui doivent se jouer pour répondre à la question du temps. Il faut préparer bien les choses un peu à l'avance. Professeur Navarro. Oui, juste pour essayer là, ce contrôle également de Pierre-Laurent Puig et de Pascal Gramin, je voudrais dire que notre réunion de ce jour, on espère qu'elle aboutisse à quelque chose. Alors c'est quelque chose, c'est justement ça qu'il faudra définir à un moment donné. Et ça va dans le sens de ce que disait Franck tout à l'heure. Autrement dit, nous pouvons jouer, nous, un rôle de connexion entre vous. Nous pouvons jouer un rôle de stimulation. Nous pouvons être stimulés par vous. Nous pouvons lancer des... Mais il faudra que, sans doute, on se réunisse plus souvent qu'une fois par an et qu'on aboutisse à quelque chose qui soit créatif, dans lequel on puisse dire, ben voilà, on a pris des avis, on sait ce que vous voulez, et que vous échangiez aussi entre vous, sans avoir peur non plus de s'affronter. Parce que derrière ça, il y a aussi, et c'est tout à fait humain, la peur de dire, celui-là, il va... me phagocyter ou Exactement. Donc c'est le but de notre réunion, c'est d'amorcer quelque chose qui va durer. Parlons un instant je veux dire, puis Monsieur Friedman, de l'environnement quand un malade arrive à l'hôpital. Est-ce que là aussi il y a des progrès à faire pour que justement il se sente plus impliqué?
Alors, je voudrais dire que les problèmes peuvent se poser non seulement à l'entrée de l'hôpital, mais surtout à la sortie. Donc ça dépasse la recherche clinique, mais l'accompagnement et la coordination avec la ville, le suivi du patient en ville, où il est de plus en plus, par exemple dans le cancer du sein, compte tenu des résultats. Donc le parcours est très balisé quand même à l'hôpital. Il n'est pas simple, il faudrait parfois aux patients un GPS pour se repérer, parce qu'il n'est pas toujours sur le même site pour tout faire. S'il va à la Salpêtrière, oui, Donc bonjour. d'abord qu'il ne se perde pas dans les jardins, mais aussi qu'il ait un circuit, mais il n'a pas toujours à côté de chez lui un établissement où il y ait tout le parcours de soins faisable sur le même site. Et donc presque sur le bâtiment physique, il n'y a pas, enfin je veux dire, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais il y a un côté toujours un peu austère, toujours un peu anxiogène, hein, disons-le, quand on rentre dans ces bâtiments. Peut-être sauf à Pompidou, parce qu'il est beaucoup plus moderne, plus clair. Il est très ouvert, très clair. Très clair. Il y a la rue hospitalière, voilà. Donc si on parle de Pompidou, c'est un bon exemple qui est quand même plus chaleureux comme accueil pour le patient. Et aussi, c'est une chaîne d'accueil, aussi bien dès le premier accueil ou dès le premier rencontre à la secrétaire, il faut mettre en confiance le patient. Vous savez, le patient, il est stressé quand il va à l'hôpital et il faut bien tenir compte de ce contexte. Donc, il faut qu'il y ait cet accompagnement, mais surtout qu'on lui balise bien son parcours, qu'on lui annonce bien, qu'on lui explique bien et qu'il y ait cette coordination après, comme je le disais aussi, avec la ville. Mais bon, je dis ça dépasse la recherche clinique dont on parle aujourd'hui, bien sûr. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de plus en plus grande chez les jeunes du fléau qu'est le cancer et de la nécessité de s'impliquer plus, à votre avis, quand vous en parlez ? Oui, je pense qu'il y a une conscience collective qui grandit. Après, au niveau de l'implication, je ne sais pas. Mais je pense au niveau de la connaissance et de ce que ça peut toucher tout le monde et que ça arrive n'importe quand, à n'importe qui. Oui, c'est de plus en plus impactant dans la société. Oui. Est-ce que aujourd'hui, à votre avis, parce que moi je me souviens que dans les années 80 déjà, à l'Institut Curie par exemple, il y avait des petites brochures pour les patients en disant le moral compte, etc. Donc il y avait une part de non médical, de non scientifique, de plus sociologique en fin de compte. Puis on a l'impression que ça s'est un peu arrêté et que ça reprend depuis quelques années, non ? Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. Bon, dans les hôpitaux, par exemple, maintenant, il y a des espaces information et où il n'y a pas de blouse blanche et où les familles qui ont des questions peuvent avoir des réponses, de même sur l'accès à des soins de support ou d'autres services. Donc ça, c'est important aussi de dire qu'au sein des hôpitaux eux-mêmes, il y a ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas toujours une culture de ce qu'est l'association auprès des citoyens en France, contrairement à d'autres pays. Aux anglo-saxons notamment. Voilà, donc si on fait un micro-trottoir, les citoyens vont dire « Ah bah oui, une association, c'est une structure qui demande de l'argent ». Voilà, c'est un petit peu comme ça, mais qui n'a pas conscience de ce que peut apporter une association. Et si tous les nouvelles patientes qui ont un cancer du sein chaque année, c'est-à-dire 53 000, venaient nous contacter, on serait très heureux. Mais malheureusement, effectivement, il y a des patients qui ne contactent pas les associations. Donc il y a deux choses à dire. Il faudrait que nous aussi, au niveau des associations, on fasse plus savoir au niveau du citoyen ce que l'on fait, ce que l'on peut apporter. Et puis qu'il faut peut-être aussi un débat citoyen aussi autour de la recherche clinique, que veulent les patients, que veut la société aujourd'hui, et compte tenu aussi des moyens qui peuvent être procurés. Donc je pense qu'il faut qu'on aille aussi à ce niveau-là. Cette rencontre a un peu l'embryon de votre souhait, madame. Madame, vous vouliez poser une question ? Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que disait monsieur Friedman et précisément vous, madame Lasseron. Est-ce qu'il existe en France des études qui auraient été justement d'une certaine manière commanditées par les associations de patients, un petit peu comme celle dont vous parliez aux États-Unis, monsieur Friedman, autrement dit des associations de patients qui auraient fait remonter un desiderata ou des desiderata, lesquels et des fonds, et auraient ensuite financé une étude clinique scientifique. Alors, qui répond ?
Je ne vais pas répondre au titre de repas d'honneur, mais ce que je voulais dire aussi, il y a une grande hétérogénéité dans l'implication, la taille des associations dans la recherche, et certaines, effectivement, la financent et font des enquêtes et sont à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la majorité, disons, des associations qui peuvent effectivement être structurées au niveau ressources humaines, d'ailleurs, et aux ressources financières qui peuvent éventuellement en découler pour s'impliquer autant dans la recherche. Mais il y en a qui le font remarquablement, mais c'est très hétérogène. Alors il y a une question SMS, pourquoi pas des appels à projets portés par le Cancéropole et les associations, Monsieur Laurent Puig, puisque c'est un peu votre domaine, je vous repasse le micro un instant, non? Vous voyez la question? Je vois la question, je suis en train d'essayer de comprendre le sens de la question. Alors, c'est-à-dire que ça peut être porté par les associations, c'est-à-dire que des associations pourraient porter des projets qui seraient évalués par le Cancéropole, puisque une des missions du Cancéropole est de faire naître l'émergence, et donc on peut imaginer qu'une recherche partant d'associations de patients puisse être une recherche émergente et qui pourrait être financée et soumise, je dirais, au processus d'évaluation du Cancéropole, puisque le Cancéropole a prévu au cours des 3 prochaines années de financer environ par an 600 000 euros sous forme de projets de recherche innovante d'un montant de 30 000 euros pour une recherche qui doit être faite sur un an, qui est un fonds en fait d'amorçage avant d'aller vers, disons, des appels de fonds plus classiques de la... je ne sais pas, de recherche en sciences humaines et sociales, par exemple, qui pourrait concerner des associations de patients ou éventuellement de coordonner des groupes de chercheurs sur une recherche, on va dire, translationnelle, par exemple, avec différents appels d'offres. Donc il y a cette possibilité. Il n'y a rien qui interdit à des associations de postuler. Je crois, là je parle sous le contrôle de Pascal Gramin qui doit être en régie, elle doit être à peu près... Elle est partout, donc je pense qu'elle va couper mon micro parce que j'ai peut-être dit une bêtise là, parce que je ne me souviens plus exactement du texte. Mais en tout cas, ça ne me choquerait pas. Voilà. Professeur Navarro, puis Madame Delay-Camel. En complément, si je peux me permettre, il me semble, et c'était une des questions que nous posons et que nous allons poser par la suite, c'est de dire que la participation, alors là, il y a un moment donné où on parle de ce terme, la participation des associations ou de quelques associations choisies parmi les associations par elles-mêmes, en quelque sorte, qui se portent, pourrait être présente, peut-être, alors là aussi sous contrôle de Pascal Gramin, pourrait être présente soit au conseil scientifique, soit appelée in situ, etc., pour nous aider à monter effectivement des choses communes entre notre communauté scientifique au sens classique du terme et les demandes argumentées par ces associations qui ont une certaine expérience. Alors, et pas uniquement dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et c'est justement le but un peu de cette rencontre. Hein. Est-ce qu'il y a des protocoles précis justement quant au rôle du patient dans sa maladie et puis plus largement comment le Cancéropole peut intégrer l'expertise patient dans ses programmes de recherche? Alors le Cancéropole n'est pas un opérateur de recherche, donc ne conduit pas des recherches en son propre nom. Non, mais il peut inciter ou être notre rôle est un rôle de coordination, d'incitation, et justement un des rôles du Cancéropole est d'intégrer en fait dans la réflexion les associations de patients. Alors, dans la définition de grands programmes de recherche, c'est-à-dire c'est plus de la politique de la recherche qu'un protocole précis de recherche. Donc, et en particulier, on peut très bien imaginer que le rôle du Cancéropole serait justement de faire de la formation, de l'information. Et il ne faut pas voir, à mon avis, une information à sens unique du haut vers le bas, mais ça peut être très bien dans les deux sens. L'effort de compréhension, je sors de ma consultation et j'avais à ma consultation un patient, enfin une patiente ne parlant pas le français. Je me suis retrouvé à expliquer des choses relativement compliquées déjà en français et j'avais un déficit de support. Et le déficit de support, c'était de passer par l'image. J'avais besoin de quelque chose compréhensible dans un langage international.
Et ça, c'est des outils qui manquent, c'est des outils qu'il faut développer. Et on peut très bien le développer dans les deux sens et en collaboration étroite et en testant. Enfin, il y a des allers-retours permanents qu'il faut faire. Et ça, c'est un vrai rôle, je dirais, du cancéropôle pour la diffusion, puisque ce travail-là, il doit être... le but du cancéropôle, c'est de diffuser ces outils développés. Et donc ça rentre, à mon avis, parfaitement dans ce cadre-là. C'est des outils d'information, c'est des outils de formation. Faire comprendre ce que c'est que la médecine moléculaire, terme que vous avez employé, ou la médecine de précision, ou la génomique des tumeurs, c'est des notions qui sont compliquées, y compris pour les médecins non spécialistes. Et donc ça nécessite effectivement un effort soutenu pour développer ces outils de communication qui doivent être des outils verbaux et puis aussi des outils qui passent par l'image, par les supports, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'on fait de mieux grâce au développement des technologies de l'information, quoi. Qu'est-ce que peut faire le cancéropôle, par exemple, pour vous aider à sensibiliser encore plus le grand public à ce problème et à s'impliquer plus? Monsieur Le Tourneau. Moi, je dirais, déjà commencer par une journée comme celle-là, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment une grande découverte, hein, je vous l'avoue humblement. Et je pense que ce serait utile que mes collègues aient aussi accès à des journées comme celle-ci pour pouvoir voir comment on peut avancer ensemble avec les associations de patients. Alexandra, Stam, comment, par exemple, le cancéropôle peut aider Cheer Up à plus se faire connaître, justement, pour que des jeunes viennent plus vers vous? Je pense que c'est nous qui allons voir les jeunes, donc du coup, il n'y a pas de demande de la part des jeunes. S'ils ont envie de nous voir, ils viennent. Mais en effet, certains jeunes se sentent très seuls dans leur chambre. Ils ont l'impression d'être les seuls à vivre cette expérience et cette maladie. Et du coup, communiquer peut-être un peu plus auprès... Là, la prise en charge des adolescents jeunes adultes est en train de changer et d'évoluer avec les équipes adolescents jeunes adultes, les équipes AJA qui se développent dans de nombreux hôpitaux et qui sont un gros atout et une grosse aide pour ces jeunes, justement. Et peut-être développer, avoir un partenariat avec ces équipes AJA. C'est vrai que l'INCa a fait à cet égard un gros travail. J'ai eu la chance de participer au jury qui jugeait justement l'appel d'offres AJA. C'était intéressant parce que, presque par contrainte politique, on va dire, il y a des gens qui n'avaient pas tellement envisagé d'isoler, de mettre en évidence l'action qu'on pouvait mener sur les adolescents, et qui l'ont fait à cet égard, parce que, comme toujours aussi, il y a quelque chose à gagner, ça n'a rien de redoutable, mais c'est quand même une réalité, c'est un des motifs importants qui nous mènent, et puis la reconnaissance, l'officialisation de quelque chose. Ce qui était intéressant, c'est que, je me rappelle encore, dans ce jury, nous avons rejeté de façon pas définitive 4 ou 5 projets qui réunissaient des hôpitaux importants. Alors là, c'était sur l'échelon de toute la France et pas de l'Île-de-France. Eh bien, ce qui est apparu, ça montre aussi l'évolution, c'est que le nouveau projet présenté était d'une grande qualité. Donc ça veut dire aussi qu'il faut les pousser, les gens, à ce qu'ils fassent quelque chose. Et là, ce sera tout à l'heure, à un moment donné, on va peut-être conclure plus tôt que prévu, mais peu importe. Ce que nous attendons aujourd'hui, je parle là maintenant comme représentant du cancéropôle, c'est justement la question, c'est pas le cancéropôle qui est derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider tous, pour vous aider, vous chercheurs, on le sait un peu. Vous voyez, je mélange les genres, c'est formidable. Oui. Vous, association, comment on peut aller, comment on peut faire, et comment vous pouvez communiquer, voilà. Donc je crois qu'il y a des étapes qui sont importantes, dans lesquelles, alors là, à l'échelon de l'Île-de-France, on ne peut pas parler pour l'ensemble de la France, mais vous savez, je vous rappelle déjà une grande part, oui. Ça représente 46% de la recherche, là, le cancer dans l'Île-de-France. On est encore très centralisé. On peut essayer de vous aider, mais comment va-t-on faire en pratique ?
Est-ce qu'il y a des problèmes financiers, Monsieur Le Tourneau, pour communiquer? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait plus de moyens, à votre avis, pour communiquer parce que c'est vrai qu'il y a des opérations comme Octobre Rose où de temps en temps, l'INCa fait des grandes campagnes, on voit les affichages, et puis après, pouf, ça retombe en fin de compte, et on a l'impression qu'il n'y a pas de système un peu permanent pour laisser pas seulement au niveau, bien sûr, des gens concernés, les familles ou les patients, mais au niveau du grand public qui, comme Alexandra, n'a rien eu et qui pourtant y est allée. Vous voulez dire de communication sur l'existence de ces associations de Exactement, patients et de pousser à ce qu'on les rejoigne que les gens sachent qu'il y a aussi des patients qui sont impliqués à leur niveau, donc même si je vais déplaire Monsieur Dufour en parlant de patients experts, mais des patients qui sont vraiment impliqués plus qu'en étant un simple malade. Non, je pense que le message que je veux donner, là j'en profite parce qu'il y a beaucoup d'associations de patients, mais c'est venez voir les soignants. C'est vrai que moi je suis oncologue depuis 5 ans, j'étais encore étudiant avant, on va dire, et j'ai jamais été contacté par une association de patients. Alors j'ai pas fait la démarche moi-même, mais je connaissais mal, je dois avouer. Mais n'hésitez pas à les contacter, les soignants, les oncologues, pour leur montrer ce que vous faites et ce que vous souhaiteriez d'eux. Est-ce qu'ils ont le temps quand même? Parce qu'on est quand même dans une période où, budgétairement parlant, c'est pas évident, loin de là, donc c'est une pression de plus en plus forte. Est-ce que c'est pas aussi ça, les manques de moyens financiers? Bon, vous abordez une question importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, les soignants, les oncologues doivent soigner leurs patients, effectivement, faire de l'enseignement, faire de la recherche, éventuellement avoir une vie de famille. C'est vrai que c'est compliqué de concilier tout ça dans un même temps. Mais bon, n'empêche que si des associations, des personnes viennent nous voir pour nous parler, ça peut déclencher ensuite des projets et puis des... Je pense à cet égard que le cancéropôle peut jouer un rôle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut imaginer refragmenter et dire, on va organiser une sorte de séminaire dans lequel il y aura, par exemple, des jeunes cancérologues dynamiques qui ont envie de faire, mais l'offrir et puis mélanger le tout et faire une réunion entre des associations qui sont demandeurs et les oncologues. Une autre fois sur d'autres thèmes, une autre fois sur les aspects plus recherche. Alors je déborde parce que c'est vrai que c'est une action qui peut être réfléchie avec l'INCa par définition. Mais il y a à faire. C'est là que nous avons besoin. Je pense qu'une des conclusions, c'est de vous dire, vous avez assisté à ça, quelle est votre position, quel domaine sur lequel vous voulez intervenir. On y va.